Avant toute chose, merci à chacun d'entre vous, au nom de Focus ici présent, d'avoir accepté notre invitation, de se joindre à nous pour cette table ronde, une première dans l'histoire de notre association. J'espère que ça va bien se passer. Avant de rentrer dans le vif des sujets, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous présenter et de présenter aussi la mission de votre association, de votre collectif. Pierre H, Pierre Honoré, que certainement vous connaissez, va agir comme officier sanitaire et passer la lingette à chaque. Alors on va commencer par le prochain panel. Allô? Oui, donc, j'ai un retour, c'est donc... Bon, donc, Chantal Sama, je fais partie de l'association Lure Nature, qui se trouve à Bignosc. Donc voilà, je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Et donc, j'ai écrit un petit texte parce que je suis quand même un peu impressionnée par tout ce monde. Donc, notre association a été créée en 2018. Donc c'est Lure Nature, elle compte une cinquantaine d'adhérents et elle a pour objet la préservation de l'environnement naturel, le patrimoine paysager d'Aubignosc en particulier, et le flanc est de la montagne de Lure jusqu'au Val de Durance. Notre association est née d'une initiative commune de plusieurs citoyens en réponse à un projet de parc photovoltaïque sur la montagne de Lure. Donc voilà. Merci Chantal. Jean-Philippe. Bonsoir. Merci de votre invitation déjà. Moi je viens des Hautes-Alpes, d'un petit pays qui s'appelle la Haute-Beaume, que vous connaissez sans doute pas. C'est un tout petit village et nous luttons contre un projet éolien d'un promoteur que vous connaissez bien qui s'appelle Boralex. Et qui s'est mis dans l'idée de coller, au départ c'était 9 éoliennes et maintenant c'est 6, pour lesquelles nous sommes devant la cour d'appel administrative d'appel de Marseille. Et donc il s'est mis dans l'idée de nous coller 6 éoliennes sur une montagne à 1500 mètres d'altitude. Et puis on a découvert au fur et à mesure que d'autres projets dans des villages alentours étaient en train de naître auprès d'autres opérateurs. Voilà, donc on se bat depuis 10 ans. Comme disait Maître Guin, c'est pas facile, mais bon, ben, on continue. Voilà. Et puis je répondrai à vos questions si vous le souhaitez. Merci. Robert. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Robert Bozard, je suis le président de l'association Lure Nature. Depuis mars 2020, nouveau bureau, nouveau développement. C'est une association qui a été créée en 1966 et qui a participé en particulier à la première charte du parc qui a été créée, du parc du Liban, qui a été créée en 1977. Nous couvrons 84 communes. Et donc notre mission, c'est la préservation de la nature, flore, faune, mais aussi du patrimoine architectural. Donc nous avons donné un élan et nous sommes effectivement confrontés à des installations de serres photovoltaïques et même de centrales photovoltaïques. Alors nous sommes en relation avec l'association Amis Lure, justement pour pouvoir s'appuyer sur leur expérience et leur avancée, leur technique, parce que nous voudrions définir en quelque sorte une position, nous, sur l'ensemble du parc. Il y a déjà le parc, il y en a une, et de manière bien spécifique. En gros, le gros danger, c'est pas seulement non plus les centrales elles-mêmes, mais c'est toutes les infrastructures que ça demande à partir du moment où elles dégagent une certaine puissance. Donc, infrastructures, lignes de transport et autres, qui sont de nature à balafrer le territoire. Et donc, en gros, nous sommes plutôt pour l'énergie décentralisée que les grandes structures, production d'électricité. Et nous y reviendrons, je suis absolument certain.
Oui, pardon. Et nous y reviendrons. Maintenant, Jackson, représentant du collectif LZA Lyon Résistance. Bonjour, alors moi je m'appelle Jacques Bergeron, donc je suis membre du collectif LZA Lyon Résistance. Et c'est un collectif qui est né surtout à la suite de la connaissance du projet qu'il y avait sur Ongle. Donc au début c'était beaucoup des personnes d'Ongle plutôt, mais pas que, qui ont été interloquées par le fait de trouver une affiche qui informait de l'enquête publique, l'affiche en mairie, sur les panneaux et aussi dans la forêt, sans consultation préalable. Ce qui n'est pas étonnant puisqu'on s'est rendu compte après, au moment de l'enquête publique, qu'effectivement il y avait, pour ce qui concerne la commune d'Ongle, c'est un projet qui remontait à 2015. Et en fait, il y avait une clause de confidentialité signée entre l'opérateur et la commune, dans la promesse de bail, je crois. Donc évidemment, ça augure mal d'une transparence de ces projets et d'un vrai débat qui nous concerne tous dans ce qui est de ces projets d'énergie renouvelable, verte, toutes choses qu'on peut mettre en question. En tout cas, ça demande un débat, tout ça. Et en plus, sur une belle forêt, alors que tout le monde s'imagine que les forêts, c'est vraiment un puits de carbone qu'il faut protéger. Donc ça nous paraissait tellement illogique et irresponsable de vouloir couper de la forêt pour installer des panneaux solaires. Voilà ce qui a mobilisé les gens au début. Donc nous, on estime qu'on a surtout un travail d'information à faire. On essaie de le faire avec nos moyens, on n'est pas très nombreux comme membres actifs, on est peut-être, je dirais, 8, 10, 12. Mais quand les événements qu'on a organisés sur la montagne de Lyon pendant toute l'année passée... Jackson, je vous interromps 2 secondes, je vais vous poser une question spécifiquement sur les activités que vous menez à bien. Je pense qu'il y a une première constatation, en tout cas c'est très rassurant de voir autant d'énergie vive, de force vive pour la défense de notre cadre de vie, que ce soit au niveau départemental ou au niveau régional. C'est quelque chose de très positif. C'est aussi très rassurant de savoir pouvoir compter sur des adhérents et des associations amies, parce que les combats dans notre région, dans le 04, commencent à peine. Je pense qu'avec le passage du temps, ça va être de plus en plus, difficile. On en aura de plus en plus, ça va être plus âpre. Et parlant de combat, justement, Obignos, qui a fait tout récemment l'objet, a fait les manchettes, soyons clairs, depuis quelques jours, avec des rebondissements et développements inattendus sur ce projet Malaga. Chantal, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, enfin, d'abord je voudrais remonter un petit peu l'historique du projet. Bien sûr. Parce que la municipalité donc, a eu le projet en 2018 d'un parc qui faisait au départ 50 hectares et qui était situé directement en face du hameau du Forest. Par exemple ici, ça serait juste là, en face au niveau des arbres. Et en plus visible du hameau du Forest, mais visible aussi de 10 communes environnantes. Donc après, il y a des études environnementales qui ont été faites sur la faune et la flore, et il y a des espèces protégées qui ont fait que ce projet a diminué, c'est-à-dire qu'il est passé de 50 à 5 hectares. Donc voilà. Mais en tout cas, pour vous expliquer un petit peu l'endroit, donc nous allons peut-être avoir ce parc. Nous avons déjà une carrière à proximité, moins de 500 mètres. Nous avons une ligne haute tension et nous avons une conduite de gaz. C'est à croire que les industriels s'accaparent le début de la montagne de Lyon. Bref, en tout cas, voilà la situation. Donc, à aujourd'hui, le PLU a été modifié et voté au conseil municipal de mercredi soir.
à la fin de la délibération, le maire a terminé la séance et n'a pas voulu aucun débat après. Là, il a dit « La séance est levée et pour éviter tout débat de sourds, je termine la séance. » Donc la séance est levée. Nous étions une 8aine de personnes dans la salle. Il n'y a pu avoir aucun débat. Et je trouve que ça devient dramatique parce que, nos forêts deviennent privatisées et la démocratie, en plus de ça, la démocratie est vraiment mise à mal. Tout simplement pour que des multinationales se fassent de l'argent sur le dos de la nature. Je trouve que c'est assez dramatique. Donc juste pour en finir avec le secteur d'Aubignosc et d'à côté, donc pour faire un petit peu la sentinelle de ce qui se passe autour de chez nous et d'Aubignosc, sur Châteauneuf, donc, qui est à peu près à 2 km d'Aubignosc, il y a déjà un parc photovoltaïque qui va s'étendre, donc de 6 hectares ou 6 ou 7 hectares actuellement, il va y avoir 8 hectares en plus, et là, il y a une enquête publique qui est ouverte, et qui est ouverte jusqu'au 6 août. Donc, si vous souhaitez vous exprimer, voilà, vous pouvez y aller. Et c'est important, nonobstant le fait qu'en revenant sur le projet de Malaga, la fermeture par le maire de la porte du dialogue, il y a eu une enquête publique, la très très grande majorité des avis étaient négatifs, et le commissaire enquêteur a également émis une opinion négative. Nonobstant tout ça, le maire tente de forcer la porte. Mais Chantal, ce que vous dites me semble très important, c'est la mobilisation des gens. Et puis, non seulement face à un PLU, mais aussi en amont. Et Jacques, j'aimerais que vous me donniez quelques exemples, parce que Elzéar a une particularité, c'est qu'il travaille avec une variété d'activités pour ramener les gens à sa cause et combattre les projets. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples, un peu des activités que vous préparez? Mais pour les projets de Cruis et Ongles, c'est les 2 premières mobilisations qu'on a organisées, c'était l'été dernier. Et il y a eu du monde, on voit que les gens sont sensibles à tout ça. Et donc ça, c'est des événements qu'on fait sur place. Donc c'est assez festif, on accueille des associations qui font des stands divers et variés. Et ensuite, on fait une visite du site pour que les gens connaissent un peu mieux le lieu et puis qu'ils s'approprient la forêt. Enfin, moi, personnellement, je n'étais pas forcément complètement sensibilisé sur la forêt, mais le seul moyen que les gens s'attachent à ces lieux, c'est d'aller les voir, de les connaître. Et pour Ongles, c'est très fort. C'est vraiment ce qui mobilise le plus les gens, c'est voilà, on a organisé donc un événement sur le site d'Ongles, et puis sur Cruis. Et donc après, en général, on a organisé un débat sur les énergies renouvelables, aussi sur la forêt, bien sûr, qui est impactée en priorité. Sur le fait aussi que, pour l'instant, ces projets, c'est sur des terres communales. C'est des communes qui ont beaucoup de surface communale, contrairement à d'autres petites communes qui ont très peu ou pas du tout de communaux, où là, c'est plutôt des projets privés qui vont se développer. Ensuite, on a fait tout l'été, pour ne pas laisser tomber la mobilisation aussi et l'intérêt des gens, on a organisé des visites à Ongles, par exemple, tous les dimanches matins. À 10h, on donnait rendez-vous aux gens qui voulaient visiter la forêt. Il y avait quelqu'un du collectif qui était là pour les accueillir. Et donc, il y a eu aussi des dessins qui ont été réalisés pendant ces visites. Et donc, après, on a fait un événement à Revez des Brousses, où on a donc présenté ces dessins, et puis on a fait aussi une vente de soutien, parce qu'on est en collectif, on n'a pas du tout de cotisation, on n'a pas de carte de membre. Donc effectivement, on a ça un combat qui rejoint le combat d'Amilur, et donc il y a pas mal de gens dans le collectif qui sont dans le collectif et qui sont aussi membres d'Amilur, par exemple. La mobilisation est absolument fondamentale pour lutter contre ce type de projet. Dans votre cas, Jean-Philippe,
Est-ce que vous faites des activités spéciales? Comment arrivez-vous à ce que les gens s'impliquent réellement dans la lutte contre ces projets? Comme dans toute association, il y a un engouement associatif très fort Oui. quand on découvre le projet. Donc, nous sommes un petit village où il y a 10 habitants. Et dans notre association, il y a à peu près 150 membres. Dès qu'on a connaissance de ça, d'abord on se sent un peu floué parce que, comme disait madame, tout ça, ça se passe sous le tapis. Nous, on a découvert en 2012 qu'il y avait un projet, que le maire avait signé une autorisation à Port-Alex depuis 2008. Donc, on s'est tout de suite mobilisé. Ensuite, il y a un temps très long qui est le temps des études d'impact qui sont faites par l'opérateur. Ensuite, il y a un temps, je dirais, de confrontation avec le préfet, du style on veut avoir connaissance du dossier. Le préfet dit allez vous faire foutre. On saisit la CADA qui met entre 6 mois et 1 an à répondre. Au bout d'un an, on rejoint le préfet, on lui dit vous voyez, on a un avis favorable de la CADA, donc on a le droit à voir le dossier. Et puis il y a tout un jeu comme ça où l'opérateur retire son projet en préfecture et puis on redépose un autre 15 jours après. Enfin, il y a tout un petit jeu comme ça. Et puis, alors ça dure des années. Donc pendant ce temps-là, on est assez mobilisé. Et puis vient un petit peu le moment où, dans notre cas, la Commission nationale des sites et paysages, le Conseil national des sites et paysages, s'est prononcé défavorablement sur le dossier, parce qu'on a eu la chance d'avoir 1 ou 2 fonctionnaires en préfecture qui ont épluché l'étude d'impact, avec, comme le disait votre avocat, une demande d'autorisation administrative d'espèces protégées. Et à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné favorablement pour nous, puisque le ministère a suivi l'avis du Conseil national du CNDPS. Et le ministère, je précise que c'était le ministère à l'époque de Nicolas Hulot, ça serait Madame Pompili, je pense que ça serait différent. Le ministère a donné un avis défavorable et dans la foulée, le préfet, qui entre-temps avait changé, j'insiste là-dessus, c'est très important la personnalité du préfet. Nous, on s'est fait balader pendant des années par un préfet qui ne voulait même pas nous recevoir. Et on a eu la chance, au bout de 3 ans, d'avoir une nouvelle préfète qui a mis les mains dans le cambouis et qui a regardé le dossier. Et donc voilà, donc nous, en fin de cette période, l'arrêté préfectoral en fin 2018 a été promulgué par le préfet qui refusait l'autorisation d'exploitation au permis de construire, parce qu'on est sous le régime de l'autorisation unique. Et depuis 2018, on s'échange des mémoires avec Volta Avocat, qui est l'avocat de Port-Alex. On en est, je crois, au 6e aller-retour. Et par contre, alors, pendant ce temps-là, pour répondre à votre question, il y a quand même une démobilisation des membres de l'association, parce que on a tendance à penser que ça y est, on a gagné. En fait, on n'a rien gagné du tout, parce que l'opérateur, lui, il a du temps. Donc on est maintenant devant la cour d'appel de Marseille. Et ce qui est un peu cocasse, c'est qu'on est en soutien du ministère et de la préfecture. Voilà. Donc il faut se méfier de la démobilisation aussi dans tout ce processus, parce que c'est quelque chose. Ce qui est revenant dans le photovoltaïque, c'est une question pour Robert. Le foncier est sans aucun doute un des grands défis qu'ont tous les industriels du soleil dans le coin. Toutes les communes n'ont pas de foncier. Et alors, on fait face maintenant à une nouvelle filière presque, qui s'appelle l'agrivoltaïsme, où on ne sait plus très bien si l'agriculteur est un agriculteur ou est un fournisseur d'énergie ou un producteur d'énergie. Quelle est la position de votre association? Quelles sont vos inquiétudes? Comment vous appréhendez cette nouvelle filière? Alors, nous, on a eu 2 projets, peut-être 3 en ce moment.
un du côté de Roussillon, entre Saint-Saturnin-les-Alpes et Roussillon. C'est une serre photovoltaïque qui a déjà été mise en place. Il y a un deuxième projet qui se met, et il y a un autre projet, centrale photovoltaïque. Donc on voit que ça prend de l'ampleur. En parallèle, on a des projets de centrales villageoises, c'est-à-dire avec relativement restreint et en grande partie en autoconsommation. Le risque, en fait, en particulier sur le domaine du Luberon, le territoire du Luberon, donc juste la montagne de Lure, c'est que justement se développe ce type de centrale et qui par là même va entraîner forcément des infrastructures, des nécessités d'infrastructures. Et donc faire appel à d'autres projets. Voilà. On retrouve en parallèle ce que, dans le photovoltaïque, ce que l'on voit également dans les gros projets, disons, touristico-viticoles ou autres, Oui. qui fleurissent par exemple sur le versant sud du Luberon, on en a un certain nombre, et aussi ils commencent à venir sur le versant noir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez ce type de gros projet qui se développe, ça nécessite des voies de communication, des survols d'hélicoptères et tout un ensemble de choses. Donc il y a ce parallèle entre le projet en lui-même et ce qu'il nécessite en termes d'infrastructures autour. Et ça c'est vraiment le gros danger, sans compter l'éolien qui peut revenir sur le Luberon. Oui, effectivement. Et je lisais que Boralex, que nous connaissons tous très bien, a signé un contrat de 10 ans avec Sommer pour justement développer ce genre d'approche agrivoltaïque. Et c'est sans aucun doute une des grandes inquiétudes que nous avons. Je vois même, on me montre la montre. D'accord, donc l'éolien. Moi j'aimerais l'éolien, vous savez, nous avons gagné une bataille au Dortier contre l'industrie du vent RES. On se sent relativement tranquille, mais on sait très bien que dans le plan de développement éolien PACA, dans la région spécifique du plateau d'Albion, 2030, il y a un plan pour 190 MW, à 3 MW l'éolienne en moyenne terrestre. On parle de 60 mains, 62 mains, 63 mains. Peut-être pour conclure, avant de passer à des questions et messages, Jean-Philippe, de votre point de vue, l'éolien c'est un mythe, une réalité dans notre région ici? Est-ce que c'est quelque chose dont on doit se préoccuper réellement? Non, ce n'est pas du tout un mythe. Tu as parfaitement rappelé ce document que vous connaissez sans doute, qui est la carte, l'ancienne carte ZDE qui a servi au schéma régional éolien, qui a été annulée par une décision du tribunal administratif en 2015, mais que Mme Pompili veut remettre d'actualité. Donc elle a enjoint les préfets de région à reconstituer une carte de ZDE. D'ailleurs, ça serait intéressant d'avoir l'avis de votre avocat sur la pertinence juridique de cette démarche, dans la mesure où les ZDE ont été abandonnés dans la législation sur l'environnement, si je ne dis pas de bêtises, en 2012 ou 2013, je ne me souviens plus. Et ensuite, ces mêmes cartes ZDE qui ont servi de support au schéma régional éolien ont eux-mêmes été annulés par pratiquement tous les tribunaux administratifs de France à partir des années 2014, 2015 et suivantes. Donc peut-être que vous avez un avis là-dessus. Ce que je voudrais quand même dire, qui me semble très important, c'est qu'il ne faut pas croire qu'il y a d'un côté une nuisance éolienne et de l'autre côté une nuisance photovoltaïque. On assiste depuis quelques années à, et c'est très politique, à une stratégie des opérateurs qui ont bien compris qu'il n'y avait pas d'acceptation sociale pour l'éolien, qui est très invasif. Et d'autre part, ici on a un problème de raccordement de ces installations ENR au réseau. Tout à l'heure, Richard parlait de ce qu'on appelle le S3 RENR, qui est le schéma régional de raccordement des énergies renouvelables au réseau. Il faut savoir que RTE a déposé un projet qui va être accepté par le préfet de région d'ici septembre, je crois, et qui prévoit entre 500 et 600 millions de travaux. Pourquoi? Parce que nos infrastructures ne sont pas prévues pour accepter les énergies renouvelables. Je ne sais pas si vous avez regardé il y a 2 jours sur LCI, il y avait
une intervention très intéressante de Jean-François Carinco, qui est le PDG ou directeur général, je ne sais plus, de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, et qui disait que d'ici, je ne sais plus si c'est 2030, on va engager pour revoir tous les réseaux 105 milliards d'euros. Parce que tout simplement, la programmation pluriannuelle de l'énergie fait qu'on va passer, c'est ce que disait Carinco, de 250 postes qui émettent de l'énergie électrique à plus d'1 million. Parce que les parcs photovoltaïques, les petits parcs éoliens, etc., ça va créer plus d'1 million de sources d'électricité. Donc ça coûte la peau des fesses. Et les opérateurs ont bien compris, parce que ce sont les mêmes, hein, pour Alex, il fait du photovoltaïque, il fait de l'éolien, Valorem pareil, RES pareil. Et ils ont parfaitement compris que plutôt que de se castagner avec la population sur un parc éolien qui de toute façon ils ne peuvent pas raccorder, il valait mieux commencer par du photovoltaïque, où il y a un peu plus d'acceptation sociale, sauf que maintenant on se rend compte des nuisances de ces parcs photovoltaïques. Et ensuite, une fois qu'ils auront fait le poste source et derrière le transformateur et tirer des lignes à haute tension pour amener le courant qui est produit chez vous, l'emmener sur la Côte d'Azur ou dans le Luberon, vous savez, là où l'intelligentsia parisienne a sa datcha, eh bien, une fois que ça sera fait, on pourra mettre des parcs éoliens. Et par exemple, Boralex, que je connais presque intimement depuis 10 ans, ce sont les champions de ça. Ils ont créé des parcs où il y a de l'éolien et du photovoltaïque. Donc, les deux combats sont les mêmes. Les deux combats sont les mêmes, même si peut-être au niveau juridique, c'est pas tout à fait pareil au niveau des autorisations. Par exemple, nous, on est obligé en première instance d'aller en cour administratif d'appel. Je crois que pour le photovoltaïque, vous avez encore droit au tribunal administratif. Mais par exemple, pour l'offshore, ça devient complètement délirant parce que maintenant, ils n'ont même plus le droit d'aller en cour d'appel. Il faut directement qu'ils aillent devant le Conseil d'État. Donc, vous voyez, c'est la même stratégie, c'est le même combat. Oui, Richard, on va avancer. D'accord, il n'y a aucun doute que le rouleau compresseur avance. C'est clair, il y a une volonté politique qui est absolument définie. Carinco, dont Jean-Philippe parlait à l'instant, a dit hier, en fait, les anti-éoliens, s'ils ne sont pas d'accord, on va leur couper l'électricité. C'est simple. Littéralement, ça a été la phrase. S'ils ne sont pas d'accord, on ferme. Donc les menaces sont incroyables, sont importantes, sont grandissantes. On sait que la majorité de ces projets, j'essaie de synthétiser avant de vous passer les micros à la salle pour les questions, on sait que les communes, beaucoup de ces projets avancent un peu en catimini, c'est tout sous la table, il y a peu d'informations, les maires ont tendance à forcer les décisions. La capacité de rallier et de motiver l'action citoyenne est absolument clé, comme nous l'a expliqué Zéa, le collectif. Donc c'est le message est le même que Yannick vous a passé. Le seul message peut-être que cette table ronde peut vous transmettre, c'est garder les oreilles ouvertes et passer l'information quand vous en avez. Parce que plus on combat en amont, plus on a de chances de réussir. C'est aussi simple que ça. Quand on arrive très tard, eh bien, c'est de plus en plus difficile et c'est des combats qui sont excessivement longs et on a besoin de vous tout au long du processus. C'est pas évident. Donc, j'aimerais vous remercier pour la table ronde. On va passer le micro à la salle et je vous demanderai tout simplement si vous avez des questions de les adresser directement à l'un des intervenants. S'il vous plaît. Des gens d'expérience. Terrain. Merci. Moi, c'est plutôt une réflexion que je voudrais faire. Par rapport à ce que vous dites, qu'on enlève l'électricité aux gens qui ne sont pas d'accord, moi je pense que c'est les gens qui devraient cesser leur abonnement. Il y a pour 500 € des petits groupes électrogènes et les gens devraient faire ça pour montrer à EDF le poids de leur choix.
peut-être, puisque vous êtes capable, quand vous lancez des pétitions, d'avoir des milliers de personnes qui signent, signer c'est facile, mais peut-être que tout le monde éteint un soir, comme on nous a quelquefois demandé de le faire pour fêter je ne sais quoi, on éteint son électricité et on dit on n'en veut plus de ça comme ça, peut-être. En fait, du point de vue du réseau, si tout le monde descendait le compteur en même temps pendant une dizaine de minutes, ça aurait beaucoup plus d'effet. Ça déstabiliserait quand même le truc, mais pourquoi pas? Merci. Juste une observation dans cette région-ci, notamment au début du 19e siècle, il y avait la seule énergie possible, c'était encore le bois, puisqu'il n'y avait pas encore le charbon. On a surexploité notre territoire. C'est arrivé à tel degré que des catastrophes concernant l'érosion, les cours d'eau, ont amené l'État à dire stop, on prend la main et on reforeste toutes nos forêts, enfin tous les territoires. Un travail majeur qui a duré des décennies. Aujourd'hui, quand j'entends dire, avec des amis, des copains, que de toute façon les terres dont il s'agit, c'est des mauvaises terres avec des mauvais pins, oui peut-être, mais les sols y tiennent. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, par les gros orages, et il y en aura de plus en plus, ces terres, elles s'en vont. Elles vont aller boucher les terres en dessous, et puis après on va se plaindre que dans ces urbanisations, ces braves lotissements, et bien notamment dans le Var, ben les gens ils sont inondés. Donc il y a quand même une mémoire du territoire qui disparaît totalement, où aujourd'hui le sol est devenu une énergie. C'est plus le bois qui est dessus, on l'enlève et puis on va venir y mettre des capteurs solaires qui vont amener une érosion des sols, forcément, puisqu'il n'y aura plus grand-chose pour les tenir. Absolument, est-ce que l'un de vous veut réagir? Excusez-moi, je vais peut-être dire une bêtise, sûrement. Je pensais à quelque chose. On ne pourrait pas amener à l'association des gens connus comme Nicolas Hulot, même s'il n'est plus au gouvernement, et puis d'autres. Parce que dans le fond, ces gens-là, ils ont une grande capacité à informer tout le monde. Beaucoup plus que nous, chacun dans notre coin. Donc voilà, je pensais à ça, je me demandais si c'était possible de faire ça. On a eu très récemment l'appui de Stéphane Bern, qui est une personnalité publique, qui a beaucoup aidé dans la prise de conscience, je pense, des Français qui ignoraient complètement le débat sur l'éolien et les problèmes de l'éolien. Ça a beaucoup contribué. Peut-être pas au niveau de notre association directement, mais on a été bénéficiaires, sans aucun doute. Oui, j'ai tardé à répondre à la question, enfin la remarque précédente. C'est un des points sur lesquels je veux porter vraiment une action forte, c'est la réversibilité des ouvrages. Quand on voit disons depuis des années, l'artificialisation des sols qui se développe en fait au détriment des terres agricoles, mais pas seulement dans notre région, pas seulement dans le 04 ou dans le 84, mais un peu partout. Pourquoi ces ouvrages ne seraient pas considérés comme des ouvrages temporaires ou du moins qui ont une certaine durée de vie? On a tous une vie, et après la vie, il y a autre chose. Et donc, si on pouvait concevoir que dans un projet, il y ait une obligation de provision, de retour à l'état naturel, provision financière, ça permettrait à ces projets d'être triés sur le volet, d'avoir une rentabilité en prenant en compte ceci, et de pouvoir avoir un retour en fait sur des terres, disons, arables ou cultivables en fait. Alors pas seulement ça, ça se fait dans le domaine industriel, ça se fait sur les carrières. Hein. Vous avez des provisions financières dans les carrières, en retour pour une réhabilitation. Ça devrait se faire sur tout ouvrage, que ce soit des centres commerciaux, on commence à le voir venir, que ce soit des ouvrages de voirie, des contournements, parce que, en fait,
la vie évolue, les usages évoluent, et on peut avoir à un moment donné des ensembles qui n'ont plus de vie, en fait, qui n'ont plus d'activité, et qui restent à la mort, qui ont artificialisé les sols, et qui ont détruit en fait une bonne partie de la nature. On va devoir fermer là-dessus. Je suis absolument d'accord. Je pense que un des aspects à tenir en compte dans ces fameuses provisions, c'est qu'elles soient adéquates. Dans le cas de l'éolien, les industriels ont négocié au début de leur vie 50 000 € par mois, alors qu'on sait très bien que c'est plutôt 100 000 par mégawatt. Donc l'importance des provisions ça doit être bien appréhendé, quoi. Écoutez, merci beaucoup. On a parlé d'un peu de tout et de rien. Ça Il est trop tard pour intervenir alors. Ah, allez. Par rapport à ce sujet, je voulais dire que c'était sans doute très intéressant, à condition que ce ne soit pas géré par l'entreprise pétitionnaire qui fait quelque chose. Parce que comme on sait tous, ils se débrouillent pour faire faillite avant d'avoir à faire face à leurs obligations. Je voulais intervenir sur un autre sujet. Monsieur Bozin a parlé tout à l'heure du fait que les centrales villageoises pouvaient avoir une influence éventuellement négative également sur le plan de la distribution de la puissance électrique générée. Un certain nombre, vous avez dit également que les centrales villageoises de votre secteur développent des projets en autoconsommation. Je crois qu'il faut savoir que nous avons tous cette remarque sur la puissance des postes sources en tête, et c'est pas inintéressant de se rappeler que les centrales villageoises sont des associations, des coopératives citoyennes. Et qui dit citoyen dit travail collectif et intérêt collectif. C'est pas pour rien que depuis, enfin ce qui nous concerne sur le secteur de notre secteur, en particulier sur Manon, le seul projet important et intéressant des centrales villageoises du pays de Manon, c'est d'équiper la décharge municipale, l'ancienne décharge municipale d'une petite centrale, moyenne centrale photovoltaïque, en autoconsommation collective. Parce que le meilleur moyen de ne pas avoir des lignes à très haute tension qui circulent partout, c'est que la consommation d'énergie se fasse sur place, avec les moyens sur place, en fonction des besoins du secteur. Et je crois qu'il faut qu'on ait tout ça en tête. Avoir une toiture photovoltaïque sur un pavillon, c'est sans doute bien, mais si c'est renvoyer ça chez le distributeur Enedis, ça veut dire qu'on reporte sur ce distributeur la responsabilité de la consommation de cette électricité. Non, on peut faire ça mieux. Oui, d'accord. C'est noté. Écoutez, il va falloir que je coupe parce que le président va me mettre à la porte. Presque. Allez, une dernière question. On a le droit toujours une dernière question. Oui, je voulais juste sur la question de réversibilité. Hier, avant-hier, j'avais le plaisir d'être à Aubignosc, donc pour une usine. Et donc, bon, il y a une émission qui passe minuit à 7h demain matin sur l'histoire d'Aubignosc, donc petite pub. Mais d'ailleurs, pardon, mais Radio Zinzine fête ses 40 ans, a fêté ses 40 ans. Oui, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que monsieur le maire, qui j'ai aussi interviewé, oui, il a dit, pour lui, le bon d'espoir, c'est que ITER marche, il croit ça, et que une fois que ITER marche, on va démonter tous les panneaux photovoltaïques. Et donc ça c'est, il utilise l'argument de réversibilité à sa guise. Deuxième chose que je voulais dire rapidement, je trouve que c'est extrêmement important qu'ici, dans notre région, on regarde ce qui se passe dans d'autres régions. Et je veux juste citer une région, c'est les Pyrénées ariégeoises. Parce que là-bas, il y a un parc naturel régional, Pyrénées ariégeoises, qui a adopté une position clairement contre toute centrale photovoltaïque sur les espaces naturels et les forêts. Et le seul projet existé dans le coin a été annulé par l'ONF. Et donc, il faut quand même savoir que ce n'est pas forcément la même chose partout. Et c'est pour ça que moi je plaide, en tout cas, j'aimerais bien discuter avec vous plus tard, mais peut-être organiser cet hiver une conférence assez plus considérable, de 2 jours par exemple, où on invite des gens de différentes régions
on invite des gens qui aussi enquêtent sur des options alternatives. Maintenant, on parle de canal de Provence, pourquoi pas, mais des choses où on peut mettre des panneaux photovoltaïques sans aller sur des zones naturelles, et qu'on bâtisse nos argumentaires, qu'on travaille avec les avocats, etc. Donc, je pense qu'il faut aller vers là. Absolument. Juste pour le dernier mot, c'est que je constate, parce que moi je suis dans pas mal de réseaux par rapport aux forêts au niveau national, et en fait, partout, on constate la même chose, surtout dans le sud, parce qu'il y a beaucoup plus de soleil, mais en fait, il y a des gens qui découvrent qu'il y a des projets chez eux, mais il n'y a pas un vue générale, comme je disais déjà avant, et c'est urgent que, en fait, c'est en train d'arriver comme des... Mais sans qu'il y a vraiment une réponse coordonnée, voilà. Absolument. Et il y a un mouvement d'ailleurs de maires qui est en train qui s'est formé en France, qui est maintenant beaucoup plus de 700 maires, justement contre certains projets éoliens, et c'est en avance. Mais vous avez parlé de forêt, et la forêt, si je ne m'abuse, est le prochain sujet. Donc, je profite de ça pour faire le saut et de remercier nos invités aujourd'hui. Merci.